Pour bien des gens, les riches terres agricoles du Nebraska représentent le cœur de l'Amérique. De grands espaces, de paisibles terres ondulées, une impression de détente, jusqu'à ce que de temps à autre, une violente tempête se déchaîne, laissant dans son sillage destruction et misère. Juillet 2004. Jennifer Hitchcock s'amuse avec des amis dans une fête à Lincoln. Parmi les invités se trouve un visage inconnu. L'étranger s'appelle Maurice Mason. You didn't bring your boyfriend with you? No, I don't have a boyfriend. Il est de 15 ans son aîné, mais elle est malgré tout immédiatement attirée par lui. Soudainement, il était toute sa vie. Elle était séduite par l'idée d'avoir trouvé quelqu'un avec qui elle pourrait fonder une famille. Jen veut faire entrer du bonheur dans sa vie. Son enfance a été difficile. Sa mère et son père ont tous les deux souffert de problèmes de santé mentale. Elle a vécu avec sa grand-mère, avec sa tante, dans des familles d'accueil. Ce genre de vie est très stressant pour une adolescente. Maurice Mason use de son charme et entre rapidement dans sa vie. Au début, c'était une relation plutôt normale. Éperdument amoureuse, Jennifer découvre bientôt que Mason cache un côté beaucoup plus sombre. Ils sont vite devenus très amoureux, mais il a profité de sa vulnérabilité. Mason découvre qu'il peut facilement manipuler Jen. Il la convainc de le laisser emménager avec elle. Maintenant qu'ils vivent ensemble, Maurice Mason montre ses vraies couleurs. Il veut tout contrôler et est complètement obsédé par Jen. Il ne quittait jamais Jen des yeux. Il ne la laissait pas vivre une minute sans exiger de savoir où elle était et ce qu'elle faisait. Jennifer rêve de devenir infirmière, mais c'est elle qui a besoin d'aide présentement. Elle s'est dirigée droit vers les ennuis et est prisonnière de sa propre maison. Where the hell are you going? Oh no, I wasn't even here. Come on. You don't go anywhere without talking to me first. Elle devait rester là. Elle ne pouvait aller nulle part, ne devait pas sortir. Elle ne devait pas ouvrir la porte. You didn't talk to me about it first. You know you don't go anywhere without asking me. Le contrôle qu'exerçait Mason sur Jennifer passait d'abord par la violence et la menace de violence. Mais il ne se contente pas de menacer Jennifer. Maurice a menacé de tuer son grand-père et de faire exploser leur maison. Ça semble ridicule et complètement insensé, mais elle craignait sincèrement qu'il pose ces gestes. La guerre psychologique est terrifiante. Pick one. Why? Just pick one. Don't argue. Pick one. C'était moi ou un ami commun. It's not funny. Do as I say, or he dies. Il n'avait pas à être continuellement enragé pour la contrôler. Il lui suffisait de donner l'impression d'être prêt à la violence. You understand, don't you? Après des mois de violence, de menaces et d'isolement, Jen trouve enfin le courage de s'enfuir de sa propre demeure. Elle avait trop peur de lui pour lui dire qu'elle voulait qu'il parte. Alors elle lui a écrit une lettre pour le lui demander. Jen emménage avec des membres de sa famille. Mais quelques jours plus tard, Mason renoue le contact et lui fait du charme. Il assure à Jen qu'il déménagera et qu'il la laissera tranquille si elle lui rend un dernier service en mémoire du bon vieux temps. Will you come with me? No. Oh, come on. Just to come see my son in Wisconsin. Il voulait aller rendre visite à son fils et il voulait que Jen y aille avec lui. Il ne serait parti que quelques jours, disait-il. I don't know. One last trip. For me? Okay. Thank you. Les jours deviennent des semaines. Inquiets, la famille et les amis de Jen essaient de la contacter.
think I can't hear you? Peu importe ce qu'elle voulait, il s'assurait qu'elle ne l'obtienne pas. Il promet continuellement qu'ils vont rentrer au Nebraska, mais ce jour n'arrive jamais. Mason profite au maximum de sa compagnie. Hey, come in here. I'm almost done with this chapter. Elle est devenue son esclave sexuelle. Come in here before I drag you in here. Quand elle avait des relations sexuelles avec lui, il promettait de la ramener à la maison. Mais quand venait le temps de rentrer, il trouvait une excuse pour expliquer pourquoi il ne le ferait pas. Mason ment aux membres de la famille de Jen. Il promet de la ramener s'il l'aide financièrement. Il avait besoin d'argent pour l'essence et pour une réparation sur la voiture. On lui a envoyé l'argent et elle ne rentrait pas. Il a continué à soutirer de l'argent aussi longtemps qu'il a pu, en enchaînant les excuses. Finalement, inquiète, la tante de Jen appelle le service de police de Lake Delton et dit aux agents que sa nièce est peut-être retenue contre son gré. Les policiers retracent vite le couple dans un motel local. J'ai appelé un autre agent qui s'est présenté avec moi sur les lieux. On est allé à la chambre 12 et on a cogné à la porte. Police. What's the problem? Step back, sir, right now. I've been concerned for your safety, and has he hurt you? Sit. How do you know her? Maurice voulait savoir ce qu'on faisait là. Je lui ai dit qu'on répondait à une plainte pour disparition venant de Lincoln et qu'on voulait parler à Jennifer. That's my girl. How long you been knowing her? Jen est trop effrayée pour dire du mal de Mason. Mais les agents comprennent vite qu'elle est retenue contre son gré. Jennifer semblait très nerveuse et très tendue. Quand il n'était pas à portée de voix, elle nous a dit qu'il fallait qu'elle sorte de là. Les agents avisent Mason qu'ils amènent Jen pour sa propre sécurité. See, Jennifer, stay here. Il est devenu agité. Il a élevé la voix. She's not going anywhere. Je lui ai dit qu'on l'amenait et qu'on s'assurerait qu'elle se retrouve en sécurité auprès de sa famille. Deux mois après son départ, l'oncle et la tante de Jennifer la ramènent enfin à Lincoln. Elle était très heureuse de revoir tout le monde. Elle était contente de rentrer. Elle voulait retourner à l'école. Elle voulait remettre de l'ordre dans sa vie. Mais Maurice Mason n'est pas prêt à lâcher prise. Mason est un homme narcissique. Le départ de Jen signifiait pour lui qu'il avait perdu un bien précieux. Il est devenu enragé. À ses yeux, Jennifer devait payer pour cette trahison. Mason décide de la retrouver et de lui faire regretter de l'avoir quittée. Et tous ceux qu'il pourrait croiser devraient être sur leur garde. En octobre 2004, Jennifer Hitchcock rentre chez elle à Lincoln, dans le Nebraska. Son séjour dans le Wisconsin a pris fin quand les policiers l'ont extirpé des griffes de son ex-petit ami menaçant et dominateur. Mais Maurice Mason est toujours obsédé par Jennifer. Il se lance à ses trousses, déterminé à la ravoir, qu'elle le veuille ou non. Contrairement à Jennifer, les policiers savent que Mason a un passé troublant. Il a déjà tenté de séduire des jeunes filles. De très jeunes filles. À l'âge de 17 ans, Mason aurait eu des relations sexuelles avec une adolescente de 15 ans. C'est un viol au sens de la loi. Les parents ont dit qu'il essayait de la convaincre de partir en Floride avec lui. Apparemment, aucune accusation n'a été portée. 6 ans plus tard, Mason est de nouveau arrêté. Mais cette fois, il est accusé après avoir tenté de convaincre une fille encore plus jeune de s'enfuir avec lui. Il avait alors 23 ans et avait eu une relation sexuelle avec une fille de 14 ans. Il a plaidé coupable et écopé de 2 ans de prison. Même la famille de Mason reconnaît que son intérêt envers les jeunes filles est malsain. Il semblait toujours préférer les filles plus jeunes et voulait toujours une fille vierge. Il sortait avec des filles de 13 ou 14 ans. Cette préférence pour les mineurs est reliée à son narcissisme et à son insécurité.
Il choisit des jeunes filles sans expérience et facilement impressionnables, parce qu'il ne croit pas avoir les capacités pour nouer et entretenir des relations avec des femmes de son âge. Mason est relâché en 1992 après avoir purgé sa peine de 2 ans. Mais rapidement, il se retrouve de nouveau dans le pétrin. Il planifie de s'introduire dans la maison de sa nièce et de lui voler ses bijoux, ses cartes de crédit et son argent. Il est condamné pour vol, mais il raconte aux autorités qu'il prévoyait en fait tuer sa nièce. Il était jaloux de ce qu'elle possédait. Il a dit plus tard qu'il voulait seulement la ligoter et lui voler sa voiture. On ne saura jamais, Dieu merci. Maurice Mason veut convaincre les autorités qu'il est psychopathe. You know, not a day goes by, I don't think about killing somebody. Mason a raconté au psychologue qu'il rêvait régulièrement de tuer des gens. And every day I could just go down there and torture them at will. Il rêvait aussi d'avoir des cellules dans son sous-sol où il pourrait enfermer des gens pendant de longues périodes. Chop them up, cut them up. Pour lui, c'était le crime parfait. Il pourrait torturer les gens à son gré. Never get caught. Ça indique qu'il souffre probablement de sadisme sexuel. Il est stimulé sexuellement par l'idée ou par le fait de dégrader ou d'humilier une personne par de la violence physique, sexuelle ou psychologique. Au début de l'année 2002, Mason, maintenant âgé de 34 ans, est libéré. Il emménage avec son neveu de 24 ans, Benny Fryer, qui, après avoir vécu une enfance atroce, voit en son oncle un homme à qui il peut enfin faire confiance. Benny Fryer a eu une enfance très difficile. Il a été agressé sexuellement par son père. Tous les enfants se sont retrouvés dans des foyers d'accueil. Son père s'étant ainsi retrouvé derrière les barreaux, le jeune Benny Fryer s'accroche à l'amitié de son oncle et aux conseils qu'il lui prodigue. Maurice était le seul oncle qui passait du temps avec lui. Ce n'était pas une bonne chose, en fin de compte. Ben était très vulnérable à la manipulation de Mason, parce que Mason semblait être pour lui une figure paternelle bienveillante. Maintenant, oncle Maurice a une faveur à demander à ce neveu, prêt à tout pour lui plaire. Ils arrivent à Lincoln, dans le Nebraska. Mason dépose Benny chez un ami et passe un coup de fil. Il a réussi à rejoindre Jen et il lui a dit qu'il était dans le Nebraska. Il voulait la voir un moment. Craintive, elle accepte à contre-cœur. Elle a dit à sa mère qu'elle allait chez une amie. Même s'il n'était pas avec elle physiquement, il la contrôlait encore, parce que c'était la vie qu'elle avait connue pendant un bon moment. Je crois qu'elle aurait accepté de faire bien des choses à contre-cœur parce qu'elle avait peur de ce qu'il pourrait lui faire. Après avoir roulé plusieurs heures sans but, Jennifer dit à Mason qu'elle veut rentrer à la maison. Une querelle éclate et il s'emporte soudainement dans une rage incontrôlable. Mason a pris une grosse bouteille d'alcool et l'a frappé au visage. Il y avait un baril d'huile à moteur tout près. Mason a essayé de l'y noyer. Mais c'était très glissant et elle se débattait. Elle s'est enfuie. Mais pas très loin. C'était un miracle qu'elle soit toujours vivante. Elle avait été sauvagement battue. Elle craignait maintenant que Mason la tue, qu'il finisse le travail. Mason roule jusqu'à une halte routière en périphérie de Lincoln. Elle était dans le coffre. Elle gémissait, elle grognait. Il était assis à l'avant de la voiture et l'ignorait complètement. Ils sont restés là toute la nuit. Il n'a rien fait pour l'aider.
Le lendemain, Jennifer est toujours coincée dans le coffre, blessée. Maurice va chercher son neveu, Fryer. Ils louent une chambre dans un motel local et font discrètement entrer Jennifer pour essayer de nettoyer ses blessures. You're my girl. I love you. I care about you. C'est rabaissant, dégradant, c'est de la torture. C'est une façon horrible de traiter un autre être humain. Ça indique encore une fois qu'il est un être malade et tordu. Jennifer est marquée de coupures, de contusions et d'enflures. Mason a un plan pour gagner du temps en attendant qu'elle guérisse et pour tenter de reconquérir la femme qu'il aime. Il savait que si quelqu'un la voyait dans cet état, il aurait de graves problèmes. La prison l'attendait. Il a décidé de retourner se cacher avec elle dans le Wisconsin. Avec un peu de chance, ses blessures pourraient guérir. Mason contrôlait alors complètement sa vie. Elle a accepté de le suivre, mais elle savait au fond d'elle-même que c'était de mauvais augure. Pour le moment, Mason et Fryer ont des soucis plus pressants. Ils ont désespérément besoin d'argent. Une vieille connaissance va bientôt apprendre à ses dépens que lorsque Maurice Mason arrive, les problèmes ne sont pas bien loin. Maurice Mason a pratiquement battu à mort son ex-petite amie Jennifer Hitchcock parce qu'elle a osé le quitter. Flanqué de son plus fervent admirateur, son neveu impressionnable Benny Fryer, il parcourt de nouveau les 800 km séparant Lincoln dans le Nebraska de Lake Delton dans le Wisconsin pour éloigner Jennifer de sa famille. Mason sait qu'ils appelleraient la police s'ils voyaient la raclée qu'elle a reçue. Mais les deux hommes commencent à manquer d'argent. Mason a conçu un plan. Ils vont kidnapper un homme qu'il a rencontré dans une maison de transition en sortant de prison. Jennifer est forcée de retourner dans le coffre. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser Klein voir Jen dans cet état. Ils craignaient que ça l'effraie. Alors ils l'ont ligoté et jeté dans le coffre de la voiture. David Klein a 45 ans et vit à Mauston, dans le Wisconsin. Les deux hommes l'attirent loin de chez lui en lui promettant de la drogue. Klein est un homme ordinaire. Ils se rendent dans une grange tout près. Klein a demandé « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Mason lui a dit « Il y a de la marijuana qui pousse là-dedans. C'est pour ça qu'on est venu. » Just take the money. You can have it. Mason saute sur l'occasion pour démontrer à Jennifer qu'elle s'en est bien tirée jusqu'à maintenant et qu'il est capable d'infliger des douleurs et des souffrances bien pires encore. Quand Mason a amené Jennifer dans la grange, il lui a fait une autre démonstration. You see this? You see this? I did this. Il disait, si tu n'obéis pas, tu pourrais toi aussi mourir d'une mort lente et douloureuse. Les criminels disent à Klein qu'ils aviseront quelqu'un de l'endroit où il se trouve pour qu'on puisse le secourir. Mais ils n'en font rien. Cet après-midi-là, avec en tête l'idée de dévaliser une banque, ils se rendent dans un magasin où Fryer achète un fusil de calibre 12, des munitions et une scie à métaux. Fryer a pu acheter le fusil parce qu'il n'était pas un criminel reconnu comme Mason. Ils sont sortis avec le fusil. Ce soir-là, June Klein rentre chez elle et ne trouve son mari nulle part. J'entendais la télévision. Je suis entrée dans la maison et il n'était pas assis dans le fauteuil. Ce n'était pas inhabituel. Je me suis dit qu'il était allé voir un ami à pied. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter jusqu'à ce que June fasse une découverte troublante. J'ai vu que ses pilules pour l'épilepsie étaient restées là. Il ne les avait pas prises avec lui.
Alors j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Elle appelle le bureau du shérif du comté de Juneau pour rapporter sa disparition. Les services de police ont été avisés de sa disparition et du fait qu'il avait besoin de médicaments. Son nom et ses informations ont été saisis dans la base de données nationale. Une voisine affirme aux agents l'avoir vu ce matin-là en compagnie de 2 étrangers. Elle a vu un véhicule rouge dans l'entrée de la résidence des Klein. Elle a vu Dave Klein parler à 2 hommes. Le véhicule était immatriculé au Nebraska. Pendant ce temps, Mason, Fryer et Jennifer arrivent dans un motel de Baraboo à 50 km de l'endroit où ils ont laissé David Klein. Who we doing next? Not sure yet. Maybe a bank. Là, ils scient le canon de leur fusil pour pouvoir le dissimuler plus facilement et cherchent de nouvelles idées pour subtiliser encore plus d'argent. Dire devant Ben qu'ils allaient dévaliser des banques lui donnait l'impression d'être un homme fort et puissant, prêt à se lancer dans une terrible vague de crimes. Il l'a fait pour impressionner Ben et lui montrer à quel point il était dangereux. Mais je crois qu'il n'a jamais pensé à mettre son plan à exécution, parce que les banques sont bien protégées par des gardes armés. Mason ne voulait pas être touché ou tué en commettant ce crime. Alors, il disait qu'il voulait dévaliser des banques, mais il n'a jamais vraiment eu l'intention de le faire. Le lendemain, il roule à travers la campagne, trouve un coin isolé et essaie le fusil. Mason et Fryer ont commencé à se demander ce qu'ils allaient faire pour Klein. Ils avaient laissé un homme attaché dans une grange abandonnée et dit qu'ils appelleraient quelqu'un. Mason s'est dit, si on avise les autorités, Klein va nous identifier et on sera arrêté. Alors ils ont décidé de le laisser là. Le duo traîne ensuite sur un terrain de chasse public en rêvant à leur prochain vol. Now be a good girl. You know what happens if you don't. Give me a kiss. Give me a kiss. Give me a kiss. You know what, Benny? I really love that girl. I know. I know. But she knows too much about what we've done, knows too much about us, knows too much about me. Shut up, Jennifer. Jennifer est prisonnière de sa propre voiture, qui est elle-même enlisée dans le sol meuble. Il ne reste qu'une solution. Ils étaient obligés de partir à pied. Ils ont marché un peu et sont arrivés devant un bar. À 21h30, Benny Fryer entre dans le bar. Il a dit qu'il avait un problème de voiture et qu'il voulait téléphoner. En utilisant un nom fictif, Fryer appelle un taxi qui vient les chercher tous les trois devant le bar. Le chauffeur, John Romberg, pense qu'il s'agit d'une course bien ordinaire. Romberg ignorait complètement à qui il avait affaire. Il les voyait comme des clients ordinaires. Il pensait qu'il les ramènerait à la maison et que ce serait tout. Il ignorait qu'il avait fait monter des hommes dangereux. Peu de temps après, ils terminent leur trajet de 25 km et arrivent à Baraboo, là où ils ont scié le canon de leur fusil. Maurice Mason n'a pas d'argent pour payer. Il décide qu'il est temps de démontrer à quel point il peut être dangereux. I don't have any money. Well, if you can't get it, the cops can. Il l'a abattu sans même lui demander son argent. John Romberg, 50 ans, meurt sur le coup. C'était un homme reconnu pour sa gentillesse et toujours prêt à aider les autres. Le trio se rend à un pâté de maison de là, dans une résidence occupée par le frère de Fryer, sa belle-sœur et une autre femme. Les hôtes remarquent tout de suite que Jennifer est bouleversée et qu'elle a été agressée. Mason a même avoué l'avoir battu pendant une querelle. Il savait que Mason était un homme très violent. What are you guys talking about? Nothing. Nothing? Come here, we talk to you. Come on.
Le service de police de Baraboo reçoit un appel. Une voiture suspecte semble avoir été abandonnée. Je suis arrivé sur les lieux. On voyait le chauffeur de taxi mort, avec une balle dans la tête. Les enquêteurs comprennent vite que les meurtriers n'en voulaient pas à son argent. Quand on a vu le sac d'argent entre les deux sièges, on savait que ce n'était pas un vol. On s'est demandé si c'était une vengeance personnelle. Est-ce que quelqu'un était fâché contre lui? Les policiers interrogent les voisins à la recherche d'indices, mais en vain. Presque tout le monde à qui on a parlé disait n'avoir rien vu et rien entendu. À cette heure, la plupart des gens se préparaient à se coucher ou l'étaient déjà. L'enquêteur parle à la répartitrice. Elle m'a dit que le chauffeur s'était rendu chez Port Nate, à Lake Delton, pour aller chercher un client. Il a ensuite avisé que 3 clients étaient montés. Les policiers vont parler au propriétaire du bar. L'enquêteur est entré et m'a demandé si j'avais vu un homme téléphoner. J'ai répondu que oui. Je lui ai montré le téléphone. Quand on a su qu'il avait utilisé le téléphone public et l'annuaire pour trouver le numéro d'une compagnie de taxi, on les a examinés en espérant trouver des empreintes digitales et peut-être des traces d'ADN. Il m'a demandé si je pouvais le décrire. J'ai dit que je le pouvais. Il avait une apparence particulière. J'aurais pu le reconnaître n'importe où. On avait au moins un point de départ. À Manston, à 50 km de là, les policiers cherchent toujours David Klein, qui a été ligoté et abandonné dans une grange 5 jours plus tôt. Après quelques jours sans piste, on a vérifié dans des installations médicales du secteur pour voir s'il était inscrit comme patient ou s'ils avaient un patient qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Mais aucune information n'est ressortie. On n'avait aucune piste. Le lendemain matin, Mason, Fryer et leurs prisonnières repartent, cette fois en direction des bois. Mason essaie de déterminer ce qu'ils doivent maintenant faire. Ils gravissaient une colline avec Jen. Ils ont rapidement conclu que tout cela était terminé. Ils avaient tué un chauffeur de taxi et laissé une connaissance ligotée. Ils acceptaient lentement le fait qu'ils seraient bientôt arrêtés. Le périple violent et meurtrier de Maurice Mason tire à sa fin. Mais il a encore le temps de faire une autre victime. Après avoir ligoté, volé et abandonné un ancien ami dans une grange, et après avoir abattu un chauffeur de taxi, Maurice Mason et son neveu Benny Fryer savent que les policiers vont bientôt les rattraper. Ils gardent l'ex-petite amie de Mason prisonnière et gravissent une colline de Lake Delton, dans le Wisconsin, incertains du prochain geste à poser. Les hommes envisagent de faire un pacte de suicide. Ils ne voulaient pas aller en prison. Ils ont décidé de faire un pacte de suicide. L'un devait tuer l'autre et se suicider ensuite. Mais aucun des deux hommes n'a le courage d'aller jusqu'au bout. Mason tue le temps en faisant quelque chose qu'il a souvent fait. Il viole Jennifer. Son neveu a une faveur perverse à lui demander. Fryer a dit « Je n'ai pas eu de relation sexuelle depuis longtemps. J'aimerais en avoir une avec Jenny. Est-ce que je peux ?» Mason a permis à Ben d'avoir une relation sexuelle avec Jennifer pour passer aux yeux de Ben comme un père bienveillant. Ça satisfaisait aussi son fantasme de voir Jennifer humiliée. Et ça lui permettait également de mieux contrôler et manipuler Ben. I'm cold. I want to go home. We'll go home, son. Everything will be just fine. Après l'avoir regardé souffrir, Mason décide que l'amour de sa vie doit mourir. You know what you gotta do. You know I love you, right? I will always haunt you.
Please don't kill me, Ben. God help me. Please don't. Please don't. Fryer l'a abattu d'une balle dans la tête à bout portant. Un meurtre impitoyable. Les acolytes lancent le fusil dans un sous-bois et s'en vont en ville profiter d'un dernier moment de plaisir. Ils se sont ressaisis, sont entrés dans le restaurant et ont commandé 2 plats comme si rien ne s'était passé. Mason et Fryer demandent au gérant du restaurant d'appeler la police. On a reçu un appel. 2 individus avaient mangé dans un restaurant et demandaient à voir la police. Ils disaient que c'était une urgence et ne voulaient rien dire d'autre. Ils voulaient parler à la police. Hey, did you guys call police? Officer, you should arrest us. Why would I want to do anything like that? Because we have quite a story to tell you. L'agent les arrête pour avoir commandé un repas qu'ils n'avaient pas l'intention de payer. Une fois en détention, les policiers découvrent leur horrible carnage. Benny Fryer avoue, mais il refuse d'entrer dans les détails. Il a dit qu'ils avaient tué plusieurs personnes et qu'il voulait parler à un avocat. Il n'a rien dit de plus. Mason raconte tout au sergent Britt. Il était calme. Tout cela ne voulait rien dire pour lui. Malgré qu'il l'ait brutalisé, enlevé, violé et tué, Mason affirme qu'il aimait Jennifer. Please. Oh. I love Jenny. She didn't deserve that. Mason accepte de guider les enquêteurs jusqu'au corps de Jennifer. J'ai amené Mason sur les lieux. On a traversé le champ avec lui. En arrivant près de l'endroit où le corps a finalement été retrouvé, il s'est arrêté. Il ne voulait pas aller plus loin. J'ai continué pour aller voir le corps. J'ai cherché un pouls et j'ai confirmé qu'elle était morte. Mason affirme qu'il voulait voler le chauffeur de taxi John Romberg et l'enfermer dans le coffre de sa voiture, mais qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. I was sitting in the car. The cops had gone. I was just starting to get out of the car, and that's when the gun went off. Mason décrit aussi la façon dont il a agressé son ancien ami David Klein. I felt bad about that. In fact, didn't you think he was going to die taping him all up? Off his nose. I left open so he could breathe. I was worried that animals would go out there and eat him off his neck. Well, he wasn't really tied that well. I thought maybe in the end he could have helped. L'homme était dans une grange. Il commençait à faire froid. Il devait faire environ 5 degrés la nuit et ça refroidissait. On était très inquiets de l'état de santé de David Klein. Mason accepte d'amener la police là où il a laissé Klein. Il est attaché dans une grange depuis 6 jours. Le retrouveront-ils vivant? Maurice Mason guide les enquêteurs jusqu'à une grange isolée près de Lake Delton, dans le Wisconsin. 6 jours plus tôt, son neveu Benny Fryer et lui y ont laissé David Klein attaché à un poteau après l'avoir volé. À leur arrivée, Mason refuse de sortir de la voiture. Il a dit « ça semble être ici ». Il nous avait guidés jusqu'à plusieurs bâtiments de fermes abandonnés. J'ai vu du mouvement, je savais qu'il était vivant. On était surpris de le retrouver vivant. Il avait passé 6 jours sans nourriture, sans eau, les mains dans le dos, ligoté, sans pouvoir bouger. C'était merveilleux qu'il soit encore vivant.
Mais David Klein ne survit pas indemne. Le ruban a conduit à couper la circulation sanguine dans ses mains. Les mains de Dave étaient extrêmement enflées et décolorées. On voyait qu'il était en danger d'un point de vue médical. À cause de l'état de ses mains et de son état de santé général, on ne voulait pas défaire les liens. On a détaché les liens du poteau pour pouvoir le libérer. On craignait, en relâchant la pression des liens, qu'il y ait des conséquences catastrophiques pour lui. On appelle une ambulance et les policiers informent Mason que Klein est vivant. Je lui ai demandé comment il se sentait, il m'a simplement ignoré. June, la femme de David, est d'abord soulagée. Vient ensuite l'inquiétude. Les policiers m'ont appris qu'ils avaient retrouvé David vivant. À l'hôpital, j'ai vu que ses mains étaient en très mauvais état. Je ne croyais pas qu'il s'en sortirait. Les médecins annoncent qu'il faut amputer les 2 mains de David. Il était encore sous forte médication, mais il a compris. David Klein s'adapte lentement à la vie avec des prothèses. Il dit à sa femme que c'est sa volonté qui lui a permis de survivre à ce drame horrible. Il ne pensait pas qu'il allait mourir parce qu'il avait une grande force intérieure. Il savait qu'il survivrait. I see myself, and always have, as an awful petty person for the things I've done. I always wanted people to perceive me and see me as a nice person. And you know, I know that here under these circumstances, I'm not. Dans l'affaire de l'enlèvement de David Klein, Mason et Fryer sont accusés d'avoir causé des blessures dans des circonstances démontrant un mépris total de l'autre. Ils sont aussi tous les deux accusés de l'enlèvement et du meurtre au premier degré de Jennifer Hitchcock. Pour le meurtre du chauffeur de taxi John Romberg, Maurice Mason fait face à une autre accusation de meurtre au premier degré. Pendant l'enquête, Mason continue à parler. Les enquêteurs lui demandent d'expliquer pourquoi ils ont tué Jennifer. Mason m'a dit que plusieurs raisons expliquaient pourquoi Jennifer, et je le cite, devait mourir. Il avait volé Dave Klein et croyait que c'était maintenant devenu un homicide. Il avait ensuite tué le chauffeur de taxi. Elle en avait été témoin. Ça l'inquiétait et elle devait disparaître. Elle devait mourir pour ne pas pouvoir témoigner contre lui. Mais la raison principale pour laquelle il a tué Jennifer, c'était pour s'assurer qu'elle serait à jamais son amour à lui seul. Une jeune femme qu'il avait aimée, tourmentée, torturée et finalement assassinée. Il ne pouvait pas accepter qu'il soit en prison pendant qu'elle serait avec d'autres. S'il ne pouvait pas l'avoir, personne ne l'aurait. La famille de Jennifer a encore du mal à s'expliquer sa mort tragique. Maurice Mason plaide coupable à toutes les accusations et écope de peine à perpétuité consécutive pour les meurtres de Jennifer Hitchcock et John Romberg. Il écope d'une peine additionnelle de 50 ans pour l'enlèvement de David Klein. Klein a survécu, mais il a dû être amputé des 2 mains. Quand il est venu à l'audience pour la détermination de la peine de Mason, Mason s'est tourné vers lui et a dit « Si j'avais su que tu survivrais, je t'aurais tiré dessus. » Ça montrait encore l'être impitoyable qu'il est. Il essayait de réaffirmer sa domination sur Klein et de montrer publiquement qu'il avait encore du pouvoir sur lui. Mason l'a dit en cours. Parce qu'il ne pouvait pas admettre publiquement que Klein soit plus fort que lui, puisqu'il avait survécu à ce terrible drame. Mason affirme aux enquêteurs qu'une vie en prison convient à sa personnalité. It's weird to say, but in prison, I'm at ease and I can actually function. I have no problems in prison. Le neveu de Mason, Benny Fryer, plaide également coupable et est condamné à 40 ans de prison pour le meurtre de Jennifer Hitchcock et l'enlèvement de David Klein. Il était évident pour les procureurs et pour le juge que Fryer était le pion de Mason. Je pense que ça a influencé leur façon de le juger. En 2010, David Klein meurt d'une crise cardiaque, mais il n'a jamais laissé la haine dominer sa vie.